façon tout à fait millénaire et je veux dire immuable qui reste, celle du partage de l'eau, héréditaire. Ça s'appelle un castri, avec les dents en air, à l'air, et l'autre, c'est aussi un castri de Fogara qui s'appelle avec les dents en bas. Et voilà, c'est ici leur localisation à la fin. Donc après toute cette construction de Fogara, c'est là les canaux distributeurs qui, dans le cas d'Algérie, sont ces castries avec les dents en l'air et les dents en bas. Voilà. Mais il s'agit en réalité de toute une organisation sociale. Et là, on le voit par le principe toujours inscrit par Vitruve, comment est-ce qu'il faut répartir l'eau, quelle est la place de l'eau publique, quelle est la place de l'eau communautaire et quelle est la redevance qu'il faut demander à l'eau. Parce que l'eau se vend en fin de compte. Et on est surpris en fait de voir d'abord toute la théorie de la répartition de l'eau. Et là, ce que vous avez ici en haut, c'est Vitruve qui fait toute une théorie de la répartition de l'eau, ce qui s'appelle le principe du triple réservoir de Vitruve, où l'eau donc est répartie pour les usages publics, pour les bains, pour les services publics, pour les bassins et fontaines, et pour les particuliers, les maisons. À cela, en bas de mon diagramme, on voit que Frontin, puisqu'il vit un siècle plus tard, amène encore deux réservoirs qui sont importantes à donner la première priorité, sont celles donc de la maison impériale et de la caserne. En réalité, le modèle hydraulique de Vitruve préconise pour les adductions privées le paiement d'une redevance destinée à financer l'entretien des aqueducs et gérée par les publicains, compagnies privées contractuelles. Mais en réalité, les concessions sont plus importantes que l'imposition d'une redevance à Rome. Et à Rome aussi qu'ailleurs. En effet, notre deuxième témoin, Frontin, fait état du fait que les citoyens illustres bénéficient des concessions avec l'assentiment de la communauté, c'est que l'empereur approuve et respecte ses privilèges. Pourtant, si on prend l'exemple de Pompéi, donc encore une fois une invitation au tourisme, et quand vous allez voir, si vous visitez Pompéi, on voit plein de fontaines. Et les maisons qui sont raccordées aux fontaines. Et cela montre qu'en réalité, la plupart des maisons sont raccordées aux fontaines publiques et non pas privées. Donc il n'y a pas un raccordement privé des maisons, de l'eau. Cette image et la prochaine que je vais montrer sont deux exceptions, parce qu'habituellement, les fontaines de Pompéi ont un réservoir en arrière pour recueillir l'eau. Ces fontaines se déversent directement, c'est là qui est plus simple, et je vous montre la deuxième qui est plus intéressante, qui aussi donc, se déverse directement sur le trottoir, et qui sont liés directement au réservoir public géré par la municipalité. En réalité, ce sont ce type. Et la première fontaine que vous avez vue était proche d'un temple. Cette deuxième, elle est proche d'une blanchisserie. Et l'eau qui est recueillie par des réservoirs gérés par la municipalité n'est pas l'eau potable et n'est pas l'eau qui est raccordée à la maison, etc. Elle s'appelle l'eau du trop-plein, ce qui se déverse des tuyaux. Elle s'appelle aqua caduca. Elle tombe. Hein? Et donc, pour les blanchisseries ou pour les temples, on n'utilise pas l'eau de première qualité, mais on utilise l'eau de trop-plein. Et si vous voulez, puisque le concept de gestion de l'eau usée n'existe pas à Rome, voilà, si vous voulez, un des équivalents de ce que ça pouvait être l'utilisation de l'eau usée à Rome. Passons maintenant au troisième volet, l'eau, climat et société. Et considérons la question des proxy data et les indices indirects de l'historien.
On sait que les cycles climatiques sont déterminés par plusieurs facteurs naturels, tels que le mouvement de notre planète et sa position par rapport au Soleil, l'activité solaire qui influe sur le climat, notamment sur la température de l'atmosphère, et par ce biais, sur la quantité et la distribution des précipitations. Cela se traduit par des variations climatiques d'une durée et d'une intensité variables, qui peut produire des périodes de sécheresse ou des précipitations abondantes. Quels sont les proxy data des scientifiques comme indice indirect du climat? En voici quelques exemples qui est leur méthodologie plutôt. La palynologie qui est l'analyse des pollens, les carottages des glaciers qui sont les boules d'air attrapées dans la glace qui indiquent une concentration de CO2 dans l'atmosphère. La dendrologie, les dimensions des serres des arbres qui peuvent donner des indices sur la quantité de précipitations. Quels sont les indices indirects de l'évolution climatique des historiens qui peuvent être des proxy data au même titre? Ce sont des représentations sociales. Ce sont des témoignages littéraires sur la température exceptionnelle, les précipitations, la sécheresse, les vestiges et des choses qui sont complètement ignorées ou déconsidérées, par exemple, toute la littérature chrétienne apocalyptique. Pourtant, si on considère la période où c'est écrit, ce témoignage peut parfois apporter des indices très précieux sur l'évolution du climat. Et la même chose, les vestiges d'infrastructures hydrauliques qui sont abandonnés, les ponts abandonnés, par exemple. Alors, quand on voit cela, on va creuser, on va chercher plus loin pour voir s'il y a des corrélations à faire pour l'évolution du climat. Et évidemment, les expériences positives et négatives de gestion intégrée comme catalyseur pour l'évolution du climat. La tâche de l'historien de l'Antiquité est de mettre en valeur ces témoignages qui indiquent aux climatologues l'évolution historique des microclimats régionaux ainsi que le danger de globalisation cyclique. En effet, les anciens connaissent les causes des variations climatiques et on va de nouveau faire parler Vitruve, cette fois-ci dans sa préface pour le captage de la source d'eau. Mais en réalité, si on va analyser ce passage qui est d'une grande richesse, on peut voir l'importance de la sauvegarde de la biodiversité en général et des forêts en particulier. Et Vitruve le dit, on ouvrira un puits dans ce lieu et si on trouvera la source, on creusera plusieurs puits alentour dont on amènera par des conduits souterrains toutes les eaux au même endroit. C'est le même principe de Foggara. Ces recherches, d'autre part, doivent être faites surtout dans les montagnes et les régions exposées au nord, parce que les eaux que l'on trouve sont à la fois agréables, plus salubres et plus abondantes. C'est vraiment le concept d'un écosystème. Et en même temps, de nouveau, on trouve l'importance de la qualité de l'eau et non pas de sa quantité. Ces zones sont en effet à l'opposé de la course du soleil et dans ces lieux, il y a tout d'abord une forte densité d'arbres formant forêt. Les montagnes elles-mêmes font un écran avec leur ombre et les rayons du soleil, ne touchant qu'obliquement la terre et ne pouvant ainsi en dessécher l'humidité. C'est vraiment les causes des variations climatiques que tous les climatologues aujourd'hui prennent en considération lorsqu'ils font leur modélisation. Donc, on voit ici dans ce schéma un état de fait d'une évolution séculaire du climat, notamment en ce qui concerne les branches du Nil, dont je vous ai montré déjà un kilomètre, par le témoignage de Strabon, qui connaissait à l'époque romaine 7 branches du Nil, tandis que de nos jours, il n'en reste que 2. Alors, ceci est un résultat des expériences positives et négatives des hommes qui ont vécu sur ces berges. Donc, considérons d'autres exemples, d'abord négatifs, et quelques éléments, peut-être, des réponses positives. Vous avez ici une fresque du port de Stabi, dans la baie de Naples, où on voit vraiment
jusqu'où arrivent les villas maritimes. Et toutes les villas à l'époque romaine sont des industries de l'exploitation du poisson, de loisirs, etc. Donc et puis on voit jusqu'où arrivent en pleine eau les constructions de ces villas maritimes. Et évidemment, on peut se rendre compte qu'est-ce que cela peut signifier pour l'eau et pour ces berges. Et ici, vous avez un souvenir de voyage, qui est une fiole de Pozzuoli, aussi un terre de la baie, c'est le port, le grand port de la baie de Naples. On voit déjà, vous voyez, il y a une culture des moules ici, et aussi de nouveau toutes ces installations portuaires qu'on a vues également dans la fresque du port de Stabi. Et on a un témoignage d'un grand poète du 1er siècle qui dit, par rapport à ces choses-là qu'on a vues dans les images, c'est un entrepreneur, que tu bâtisses des maisons à baie, la Baia, donc la région de Naples, il y a ce fameux port de Mycène, te donnant du mal pour enlever le rivage, ce qu'ils ont fait. Cela ne t'enrichira pas assez. On jette des rochers en haute mer, des poissons sans les abîmes se rétrécir. Et enfin, sans qu'il y ait tout à fait une corrélation directe, mais on peut croire qu'il y a des raisons qui peuvent s'y ajouter, on a d'une part ce fameux port de Pozzuoli de la baie de Naples, qui était à la fin de la République et encore jusqu'à l'époque de l'éruption du Vésuve, le grand port international de Rome et de l'Italie. Tous les grands chargements arrivaient au port de Pozzuoli et qui, à partir du 1er siècle, est en décadence. Tout se transfère à Ostie, qui n'avait pas la conformation d'un grand port international. Et lorsque la première fois ça a été fait à l'époque de Claude, voilà tout ce qu'on a. On a juste une petite image de ce qu'a pu être le port de Claude, qui finalement a été détruit par la force de la nature, parce que l'endroit n'était pas approprié. Et c'est là que vers Ostie, tout le commerce international de Rome et de l'Empire va se transférer. Et disons que le port d'Ostie, qui a été commencé par Claude, va être repris après par Trajan au IIe siècle. Ces expériences négatives nous incitent aussi à penser si on peut en avoir quand même quelques expériences positives. Et j'apporterai ici une image qui vient d'un manuscrit médiéval des traités des arpenteurs que je connais bien et qui montre d'abord tout à fait une vision écosystémique des choses. Et on voit donc la montagne, toujours la montagne, c'est la source d'où il faut prendre l'eau. Et l'eau qui coule, qui grâce à des inondations des fleuves ou leurs effets catastrophiques, peut arriver à des moments où elle est détournée et en entrant dans un domaine privé, celui Fondus Septicianus, en créant une île. Et là, toute la question, c'est à qui la propriété. Pourquoi j'amène cette image dont je ne vais pas m'attarder spécialement? C'est parce que ce qu'on exprime ici, c'est le principe de la res publica, de la propriété publique. La propriété publique est aussi les montagnes, mais également les fleuves. Et là, c'est un élément positif. Si on ne va pas oublier que l'eau est publique, que les montagnes, c'est le bien public, ou si dans le cas de la mer qu'on a vu, qui est selon le droit romain, le droit commun de l'humanité, alors les choses peut-être peuvent peut-être changer. J'apporterai une deuxième image, aussi tirée des manuscrits médiévaux des arpenteurs romains. Et on voit ici une colonie romaine, mais une colonie romaine qui est vraiment une construction écosystémique. J'appellerai ça, sans entrer ici, parce que le temps ne me le permet pas, c'est un écosystème de riparia. De riparia, ça veut dire c'est une vision écosystémique lorsqu'on prend l'eau de là, où est sa source, elle arrive dans la cité, qui est la cité romaine, et qui finalement se déverse dans la mer. Là, c'est les cadastres de la cité. Donc,
on voit ici comment l'urbanisme doit être conçu à Rome. Et je vais dire très rapidement, si le temps me le permet,